Bonsoir. L'invité de cette édition est très peu connu du public camerounais et pourtant c'est une personnalité qui exerce au cœur de la finance mondiale. Représentant adjoint du FMI au sein de l'Union européenne et au sein des réunions de haut niveau, comme les réunions mensuelles des ministres des Finances européens, il assiste les pays de la zone euro dans la formulation des politiques macroéconomiques. Il est également membre de l'équipe du FMI en charge de la zone euro depuis 2015. Docteur en sciences économiques, expert des questions macroéconomiques et de développement, auteur de nombreuses publications sur la zone euro et sur les pays en développement dans les plus grandes revues internationales, titulaire de nombreux prix de recherche au niveau international, notamment le prix du meilleur économiste en économie du développement de moins de 40 ans, décerné par le Global Development Network en 2010. Depuis 2017, il occupe le poste de représentant adjoint du FMI en Europe avec résidence en Belgique. Bien avant, notamment entre juillet 2015 et août 2017, il est en charge de la zone euro au siège du FMI à Washington DC. Il s'occupe aussi de la Pologne entre mars 2013 et juillet 2015. De septembre 2011 à février 2013, Monod travaille sur la revue de plusieurs pays africains au FMI, notamment la Mauritanie, le Congo, le Burkina Faso, le Rwanda, le Sénégal, le Libéria et la Somalie. Sur le plan académique, doctorat en sciences économiques en 2011, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand, c'est en France. Il obtient là-bas le prix de la meilleure thèse de doctorat en sciences économiques. Essai sur les conséquences macroéconomiques des envois de fonds des migrants dans le développement, dans les pays en développement. 2008, master recherche en sciences économiques, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand en France toujours. Il est premier de sa promotion et surtout, en 2007, il obtient son DEA en sciences économiques, Université de Yaoundé 2 à Soa, c'est au Cameroun. Ici également, il a été premier de sa promotion. Bonsoir Christian Hubert Ebeke. Bonsoir. Quel chemin, de 2007 à l'Université de Soa, Ouais. à 2019, au cœur même du FMI en Belgique. Oui, déjà permettez-moi de vous remercier d'être ici dans ce magnifique studio et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour vous remercier et aussi de dire aux téléspectateurs l'intérêt que votre émission, que je porte à votre émission. C'est une émission qui éduque les populations dans différents domaines et c'est très très important qu'on ait cette qualité d'émission dans notre pays parce qu'il y a beaucoup de sujets où il faut des avis d'experts, il faut des avis fouillés. Donc je vous félicite pour votre travail. Merci. Je reviens donc sur ce parcours. Oui. Quel parcours? Oui, il s'agit d'un parcours d'un jeune qui avait plein de rêves et qui continue à avoir plein de rêves, qui a bénéficié de conseils prodigués par sa maman, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui durant toute sa vie nous a toujours enseigné. Il nous a toujours dit qu'on ne tire pas sur l'excellence. Donc c'est quelque chose que je retiens de ma maman. Quel que soit le concours que vous allez faire, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez, il faut toujours viser l'excellence. Même si vous ne l'atteignez pas, vous atteignez un niveau B et c'est déjà mieux que le niveau précédent dans lequel vous étiez. Donc c'est un parcours qui est très très fortement influencé par les conseils prodigués de ma maman qui m'a toujours découragé à devoir aller rapidement travailler. Elle a toujours souhaité que je continue mes études à un très très haut niveau. Ensuite, j'ai bénéficié d'encadrement de ma famille et de mon parcours au FMI, de mon épouse qui m'a toujours accompagné. Donc c'est un parcours ça semble être un parcours individuel, mais il y a beaucoup de contributeurs, d'accompagnement, etc. Évidemment, je l'ai longuement dit dans votre présentation, votre spécialisation, du moins vos travaux en ce moment, est davantage consacrée sur l'économie des pays européens. Ouais. Mais évidemment, on va parler de l'économie camerounaise presque entièrement. Avec plaisir. Alors, de votre analyse, aujourd'hui, pour vous, quelle est la situation actuelle de l'économie du Cameroun? C'est une question qui est... je pense que pour répondre à cette question, il faut déjà qu'on prenne un certain recul historique. Hein. D'accord. Déjà pour qu'on situe le Cameroun aujourd'hui en fonction de là d'où on vient. Donc nous sommes une économie, comme la plupart des pays africains,
juste après les indépendances, nous sommes une économie qui est fondée essentiellement sur l'exportation, la production et l'exportation de produits de base, d'accord? Et nous avons bénéficié durant les années 70 et juste au tout début des années 80 d'une augmentation et des prix élevés en matière des produits d'exportation, des produits de base. Donc cela a permis d'avoir des recettes fiscales pour l'État, cela a permis d'avoir des recettes non fiscales aussi, ça a permis aux populations de pouvoir travailler, etc. Donc on a bénéficié d'une embellie à cette période-là. Cela a engendré d'énormes efforts d'investissement parce que n'oubliez pas, on sort juste des indépendances, il faut tout construire. Donc on a construit un certain nombre d'infrastructures et c'était une économie qui se portait relativement bien. Le problème a commencé à se poser en début des années 80 lorsque les conditions macroéconomiques mondiales se sont resserrées. Vous aviez des tensions inflationnistes aux États-Unis qui avaient déjà été affectées par l'augmentation. Il y a eu des chocs pétroliers dans les années 70, etc. Donc vous avez un resserrement des conditions financières au début des années 80 parce que les banques centrales commencent à vouloir lutter contre l'inflation et elles considèrent que l'un des instruments qu'elles peuvent utiliser, c'est l'augmentation, par exemple, des taux d'intérêt. Cette augmentation des taux d'intérêt a un impact immédiat sur des économies comme le Cameroun, mais aussi des pays d'Amérique latine, parce que ce sont des pays qui sont endettés en dollars. D'accord? Donc lorsque vous avez une augmentation du taux d'intérêt dans un pays directeur comme les États-Unis, vous avez une répercussion immédiate sur le service de la dette. Et à ce moment donné, l'économie mondiale est également un peu poussive, donc la demande mondiale pour nos produits de base dans lesquels on s'était spécialisé dès le début des années 70, la demande baisse, les cours de ces produits de base baissent, vous avez des conditions financières qui sont un peu resserrées étant donné l'augmentation des taux d'intérêt, donc vous avez à la fois un choc au niveau de la dette, mais également un choc au niveau de vos recettes d'exportation. Donc cela a engendré les difficultés qu'on a connues dans les milieux des années 80 jusqu'aux années 90. Ensuite, nous avons bénéficié en fin des années 90 et durant la première moitié des années 2000, nous avons bénéficié d'une reprise économique, d'accord? Nous sortions des programmes d'ajustement qui étaient nécessaires à cette époque parce que nous étions dans des conditions macroéconomiques très très difficiles. Il y avait le service de la dette qui pesait sur nos économies, le chômage qui augmentait, les entreprises publiques qui devaient fermer parce qu'elles n'avaient plus des bilans qui étaient soutenables, etc. Mais en début des années 2000, on a une reprise. Cette reprise continue et on bénéficie de l'initiative PPTE. D'accord? Donc, à partir de 2005-2006, on a ce qu'on appelle un espace budgétaire qui se crée parce que la dette est réduite, on a une croissance qui revient, on a des recettes fiscales, on a une meilleure visibilité et donc on décide à ce moment donné d'investir massivement dans les infrastructures parce qu'effectivement la dette est relativement faible, donc nous pouvons lancer les grands chantiers dont le Cameroun avait fortement besoin. Ce qu'on appelait aussi les projets structurants. Les projets structurants. Cela a été une décision très très importante parce qu'il fallait reconstituer le stock de capital physique, donc l'investissement au Cameroun. Donc nous avons cette période à partir de 2005 où il y a un espace budgétaire qui se crée du fait de l'allègement de la dette. Ensuite, il y a les conditions de croissance qui reprennent, etc. Mais ensuite, il y a la crise économique, la grande récession de 2008-2009 aux États-Unis qui engendre des effets dans pratiquement l'ensemble des économies mondiales. Et une fois de plus, nos principaux pays partenaires, des pays où nous exportons nos principaux produits, que sont la France et d'autres pays, sont également dans des situations très très difficiles. La zone euro, par exemple, connaît deux crises. La crise déjà en 2008-2009, ensuite la crise de la dette en 2012. Donc, on a essayé de reprendre un nouveau ralentissement une fois de plus. La croissance aussi baisse, étant donné notre forte dépendance au commerce international. Et les conditions sont, cette récession a des effets qui sont prolongés. Donc le Cameroun subit les effets du fait de son exposition. Ensuite, maintenant nous sommes dans une phase qui est plutôt une phase, on va dire, de grande incertitude.
parce que vous avez aujourd'hui, dans les grands risques dont fait face l'économie mondiale, vous avez la remontée en fait des élans protectionnistes. Si vous suivez, vous avez des tensions commerciales importantes entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, etc. Vous avez une montée du protectionnisme, vous avez une montée du populisme également. Les pays avancés où cet élan populiste pousse les décideurs publics à devoir se recentrer sur eux-mêmes et se préoccuper des problèmes de leur population. Et cela a un impact aussi sur le volume d'aide internationale, par exemple, qui est envoyé en Afrique, parce que vous avez cette demande des populations européennes pour une plus grande justice sociale en Europe. Donc, nos partenaires aussi sont très, très préoccupés à améliorer les conditions économiques dans leur pays. Donc, ça, c'est le contexte à peu près, s'il faut regarder sur une perspective un peu plus longue, ce qui se passe au Cameroun. Il faut dire qu'on a connu des chocs. D'accord? C'est un ensemble de chocs qui, à chaque fois, est revenu. Ensuite, ça a eu un impact négatif sur nos économies. Mais il faut aussi savoir qu'on n'a pas toujours fait beaucoup d'efforts en matière de diversification de nos économies. D'accord? Nous continuons à dépendre de manière très importante. Nous dépendons énormément de certains produits. Comme le pétrole. Comme le pétrole, mais pas trop. Il y a d'autres pays dans la sous-région qui en dépendent beaucoup plus. Donc le Cameroun est relativement plus diversifié que certains de nos partenaires régionaux, mais nous sommes une économie qui n'est pas suffisamment diversifiée, parce que la diversification de l'économie, pour dire les choses de manière simple, vous avez besoin de produire dans différents secteurs avec une intensité et une efficacité qui est avérée pour que vous puissiez ne pas subir les effets du même choc régulièrement. Donc vous pouvez avoir un choc dans un secteur A, mais dans 2-3 ans, ce sera un autre choc qui viendra d'un autre secteur. Donc la diversification est c'est une politique ou il s'agit d'une caractéristique des pays qui renforce la résilience des pays, d'accord? Vous êtes moins vulnérables au choc. Et il y a des statistiques qui montrent que nous avons quand même nous avons reculé dans un certain nombre de choses. Si vous regardez par exemple sur le plan agricole, aujourd'hui nous avons en l'espace de 25 ans doublé nos importations de produits alimentaires. D'accord? Aujourd'hui, ça représente 20% de nos importations totales de marchandises et dans la plupart des autres pays émergents à revenus supérieurs, ces importations sont beaucoup plus faibles, elles représentent 5-6%. Donc, même dans certains secteurs agricoles où nous avons des dotations naturelles importantes, nous avons une forte population qui est dans ce secteur. 60% de l'emploi se trouve dans le secteur agricole, mais nous avons doublé nos importations malheureusement. Et lorsque vous regardez même la structure de nos importations de produits alimentaires, il s'agit d'importations de riz, d'importations d'un certain nombre de poissons, alors que nous avons un potentiel énorme. Donc je pense que l'économie camerounaise souffre de son manque de diversification. Malgré les efforts qui sont faits, il faudrait accélérer la diversification de l'économie et on parlera d'autres secteurs également. Alors, dans l'historique que vous venez de retracer, oui, vous avez évidemment noté qu'au début des années 80, on a subi un nouveau choc. Est-ce qu'on aurait pu anticiper, je veux dire, compte tenu de la récession, baisse des productions, oui, les soucis avec le dollar, oui, est-ce que dans la gouvernance, les politiques qui avaient fait des prévisions auraient pu anticiper et amoindrir ces chocs-là? Donc, il faut déjà savoir que nous étions une jeune économie, d'accord? Okay. Nous étions une économie, on a connu notre indépendance au début des années... Je ne comprends pas, mais il est clair que j'interroge directement la responsabilité des gouvernants. Oui. Donc, voilà, nous étions une jeune économie et à ce moment donné, il fallait que l'État soit beaucoup plus présent dans l'économie pour pouvoir investir à ce moment donné dans différents secteurs. Il fallait tout bâtir une administration, bâtir des entreprises publiques. Il fallait développer le capital humain, permettre aux Camerounais d'être formés, de pouvoir travailler dans le secteur privé, dans le secteur public, etc. Donc, à ce moment, il y avait une forte présence de l'État dans l'économie. Cela était justifié parce qu'il s'agissait de la naissance d'un État, d'accord? L'économie était en train de naître, il fallait essayer de trouver un certain nombre un socle public assez fort et assez performant pour pouvoir mener l'économie plus loin. Donc,
les chocs que nous avons connus à cette période-là ont trouvé une économie qui était très très dépendante du secteur public. Okay. Et le secteur public, généralement, n'est pas un secteur qui est le secteur principal dans une économie, d'accord? Le secteur public est un secteur qui est là pour accompagner l'initiative privée. Mais lorsque nous avons connu ce choc, nous n'avions pas un secteur privé qui était suffisamment développé et les entreprises publiques et parapubliques qui ont subi ces chocs-là ont dû, pour certaines d'entre elles, fermer, certaines banques ont dû fermer, etc. C'est après avoir connu ces chocs que le secteur privé au Camerounais a commencé à se développer progressivement et cette diversification, même si elle reste faible, a commencé à s'amorcer. Donc, s'il faut dire, si on aurait pu prévoir ça à ce moment, je pense que cela ne rend pas totalement justice lorsqu'on regarde sur une période longue quand même. Il y avait un secteur public qui était actif, qui était occupé à investir, construire des routes, construire des écoles, des hôpitaux, des terrains de foot, etc. Envoyer des enfants à l'école. Et malheureusement, nous n'avions pas à ce moment donné-là tous les paramètres pour pouvoir accélérer la diversification de l'économie, renforcer le secteur privé, etc. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. Alors, au début des années 90, pour reprendre la main, le FMI, ou alors les partenaires, les institutions internationales, préconisent, entre autres, des privatisations. Ils demandent à l'État de se désengager d'un certain nombre de secteurs. Pourtant, des secteurs clés, l'éducation, la santé, la recherche, et même des secteurs économiques, avec du recul. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette option, cette stratégie, cette politique a été heureuse pour les économies nationales quand on reconnaît aujourd'hui, quand on observe aujourd'hui l'état quand même dans lequel on est, où la jeunesse continue de se plaindre du sous-emploi ou d'une formation moins intéressante, l'offre n'est pas en adéquation avec la demande pour ce qui est des étudiants qui sortent des universités. Est-ce qu'avec du recul, on peut penser que cette politique-là était plutôt heureuse pour les pays africains, notamment le Cameroun? D'accord. Vous touchez là à plein de sujets. Je vais essayer de développer. Déjà, en ce qui concerne le FMI et la coopération entre le FMI et le Cameroun, comme dans d'autres pays à ce moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions dans une situation d'urgence. D'accord? Nous étions dans une situation d'urgence où la plupart des pays à très faible revenu, comme le Cameroun à cette époque, étaient en quasi-faillite. D'accord? Il n'y avait plus suffisamment de recettes d'exportation parce que le prix des principaux produits d'exportation avait baissé. Ça a eu un impact immédiat sur les budgets des États. Les resserrements des conditions financières ont eu un impact immédiatement sur le service de la dette, etc. Nous étions dans une situation d'urgence. Lorsque vous êtes dans une situation d'urgence où vous ne pouvez plus payer vos factures, en fait, s'il faut caricaturer, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez plus assurer le service de votre dette, vous ne pouvez plus garantir aux fonctionnaires qui se lèvent tous les matins et qui travaillent avec toute sa volonté, lui garantir un salaire, vous ne pouvez plus, en fait, honorer vos engagements en tant qu'État. Et je vous ai expliqué, nous avions fonctionné avec une forte présence étatique dans l'économie qui se justifiait au tout début des années 70 par la nécessité de bâtir le Cameroun. Donc, vous êtes dans une situation de crise ou de quasi-faillite, vraiment une crise exceptionnelle dans l'histoire de notre pays. Il vous faut, comment je vais dire, il vous faut corriger cette hémorragie d'abord à court terme. Il vous faut une mesure d'urgence. La mesure d'urgence, c'est, premièrement, on va essayer de comprendre d'où vient le problème. Est-ce que il s'agit d'un train de vie de l'État qui est excessif? D'accord? C'est exactement comme lorsque vous devenez au rouge dans votre foyer, vous avez fait un certain nombre de dépenses, vous avez eu un choc, vous allez vous asseoir et vous allez essayer d'établir un diagnostic de la situation. Donc, est-ce qu'il s'agit de réduire le train de vie de l'État? Est-ce que l'État mobilise suffisamment de recettes fiscales pour pouvoir maintenir le train de vie, ce qui est difficile dans un contexte de crise? Est-ce qu'il faut améliorer l'efficacité des entreprises? Ou même la question de manière fondamentale, est-ce que c'est à l'État de tout faire finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un secteur privé qui a pu
engranger un savoir-faire qui peut venir dans certains secteurs remplacer l'État et en garantissant une certaine efficacité. D'accord? Et les privatisations ne doivent pas être vues comme nécessairement nocives à l'économie. Les privatisations, c'est un désengagement de l'État dans un secteur. Il le confie au secteur privé avec un cahier de charges. D'accord? L'importance, lorsqu'on analyse une privatisation, c'est de s'assurer qu'il y a un organe de régulation qui va garantir que le cahier des charges, l'État se retire, mais le secteur privé qui va prendre, qui va take over the business, doit pouvoir respecter un cahier de charges pour le bien des consommateurs et de la population en général. Donc, je pense que les mesures d'urgence qui avaient été mises à ce moment donné étaient des mesures, on va dire, de très très court terme. Le choc a perduré. Ces mesures ont eu des effets de stabilisation, mais il ne s'agissait pas forcément de mesures de croissance à long terme. Okay. D'accord? Donc, c'était des mesures de stabilisation pour pouvoir essayer de réduire l'hémorragie. Mais ensuite, il faut des mesures de croissance à long terme, de relance. Je pense que la crise était tellement sévère et l'anxiété au niveau des décideurs, mais aussi au niveau des partenaires, était telle que le court terme, à ce moment-là, était la priorité. Et je pense qu'aujourd'hui, le FMI, lorsque vous regardez notre enveloppe et les types d'instruments que nous utilisons aujourd'hui, nous combinons les deux maintenant. Donc nous avons appris de ces époques aussi. Nous faisons des programmes aujourd'hui où nous avons des seuils minimums pour des dépenses sociales. D'accord? Même lorsque vous passez en ajustement, c'est-à-dire que lorsqu'il vous faut réduire le train de vie de l'État parce que l'État s'est beaucoup endetté, l'État dépense sans compter, lorsqu'il vous faudra faire cet ajustement, ce petit effort quand même de responsabilité fiscale, nous imposons maintenant dans nos programmes avec l'ensemble des pays à faible revenu qu'il y ait un minimum à ne pas toucher au niveau des dépenses sociales, au niveau des dépenses d'éducation, de santé, etc. Donc, il s'agit là, je veux dire, d'apprendre aussi de certaines expériences passées. Alors, en 2000, le début des années 2000, vous l'avez dit tout à l'heure, un certain nombre de pays d'Afrique et d'Amérique du Sud, donc parmi lesquels le Cameroun, bénéficient d'une réduction de la dette, oui, dans ce qu'on a appelé les PPTE, oui, pays pauvres très endettés. Et en 2010, dans cette mouvance, dans cette embellie, ayant bénéficié donc des ressources qui viennent de là, le Cameroun a lancé un nouveau plan de stratégie qui s'achève en principe l'année prochaine et en 2020, intitulé le DSCE. Document de stratégie pour la croissance et l'emploi, dont l'objectif est d'aboutir à l'émergence en 2035. Pour vous, était-ce ou alors est-ce une politique réaliste, sachant que on a davantage axé l'essentiel des ressources et des infrastructures pour 63% des dépenses d'investissement et contre moins de 9% pour l'appareil de production en termes de modernisation et 2% pour les autres secteurs. Okay. Vous dites que le DSCE est la politique adaptée dans notre contexte, embellie financière après le PPTE et pour la relance? C'est une excellente question. Déjà, je pense on ne peut pas faire de la gestion économique sans avoir une vision. D'accord? Si vous regardez des pays partenaires et amis du Cameroun comme la Chine, par exemple, la Chine a des plans bien précis, avec un horizon bien détaillé dans le secteur économique, financier, etc. Donc, le programme DSCE, qui est un programme, et j'aime beaucoup le mot emploi qu'il y a dans DSCE, est un programme sur le principe, d'accord? Le principe d'avoir une vision, d'avoir un échéancier, d'avoir un délai, d'avoir un horizon à long terme. Sur ce principe, je ne peux pas dire qu'il s'agit d'une mauvaise idée, d'accord? Il s'agit d'une idée d'un pays qui fonctionne normalement, comme dans tout pays. On ne va pas être heureux que le train rentre en gare à l'heure. C'est-à-dire c'est tout à fait normal qu'on ait un programme cadre qui nous amène à un certain niveau. Maintenant,
est-ce que le dosage sectoriel qu'il y a à l'intérieur du DSCE, qui fait la part belle, par exemple, à l'infrastructure, est-ce que cela peut être un dosage rationnel, fait différemment, etc. Si vous avez suivi mon propos introductif, nous sommes passés d'une période de très très long cycle en fait de faible croissance, de stagnation, des cycles difficiles. On n'a même pas parlé de la dévaluation de 94 qui est un autre choc important. Donc on n'a pas suffisamment investi parce que nous n'avions pas suffisamment les moyens d'investir comme il le fallait dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, par exemple, les dépenses publiques en éducation, c'est 3% du PIB. L'investissement public, c'est pas assez important. Donc, la priorité à l'infrastructure, pour moi, ça fait du sens. D'accord ? Mais est-ce qu'on peut faire encore mieux que ça ? Il faut déjà savoir que lorsque vous avez un programme ambitieux d'infrastructure, cela dépend d'un certain nombre de facteurs. D'accord ? Il vous faut avoir une efficacité avérée dans tout ce qui est implémentation des projets, design du projet, le monitoring du projet, etc. Et au FMI, nous classons les pays dans un indicateur qu'on appelle le PIMA, qui prend en compte les différents éléments dont j'ai parlé en matière de monitoring, de suivi de projet, de design, d'implémentation. Donc cet indicateur montre qu'un certain nombre de pays africains, y compris le Cameroun, ne se classent pas toujours très bien dans la capacité à pouvoir réaliser de manière simultanée un volume important d'investissement. D'accord ? Le principe, il est très très bon. Hein. Il nous faut de l'investissement public, il faut que nous restaurions notre stock de capital physique, et je vais revenir sur d'autres choses qu'on peut faire. Le principe, il est très bon. Mais il faut qu'on accélère notre capacité à pouvoir réaliser ces projets de manière efficace et de manière optimale. D'accord ? Et dans ces indicateurs qui montrent que justement la plupart des pays malheureusement à faible revenu ont cette volonté. Et ce n'est pas simplement une volonté, ont ce besoin en matière d'investissement. Parce que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif d'emploi si vous n'avez pas un investissement à la fois combiné public et privé. Ce qui crée de l'emploi, c'est la croissance. D'accord ? Il vous faut une croissance qui est inclusive, une croissance qui peut absorber l'explosion démographique que vous aurez même aussi dans d'autres pays africains, y compris le Cameroun. Donc, l'infrastructure, c'est important. Malheureusement, nous avons toujours quelques petits efforts supplémentaires à faire en matière de réussir à absorber les fonds qui sont mis à la disposition pour réussir des investissements de qualité. Maintenant, vous avez des secteurs comme des secteurs de l'énergie, d'accord ? Vous avez dans notre pays, les statistiques récentes vous disent que vous avez à peu près 50% de la population qui a accès à l'électricité, d'accord ? Dans les pays émergents, parce que n'oubliez pas, ces programmes DSCE et d'autres programmes visent à rendre le Cameroun émergent à l'horizon 2035, d'accord ? Mais émergent avec un certain... C'est ambitieux, d'accord ? Nous voulons être émergents, mais pas à la tranche inférieure, nous voulons vraiment être émergents. Donc, on doit passer d'un PIB par tête de 3 000 $ aujourd'hui à 14 000, etc. dollars par an. Ces programmes-là, nécessite, comme je l'ai expliqué, un volume d'investissement important. Nous n'avons pas une épargne domestique qui est suffisante pour pouvoir réaliser autant d'investissements. D'accord ? Ça c'est la priorité. Déjà, nous n'avons pas l'épargne domestique générée. Pourquoi ? Parce que la croissance n'est pas suffisamment forte et les ménages aussi, vous avez des taux de pauvreté qui sont relativement importants. Dans un contexte pareil, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut pouvoir attirer donc l'épargne qui est disponible ailleurs. Si vous n'avez pas l'épargne disponible au Cameroun pour réaliser les volumes d'investissement que vous souhaitez avoir, il vous faut l'épargne extérieure. On s'endettait plus. C'est pas forcément s'endetter parce que cette épargne extérieure peut également arriver sous la forme d'investissement étranger direct. D'accord. Vous avez une entreprise sud-africaine qui peut décider avec ses capitaux de venir investir au Cameroun dans le secteur, par exemple, du textile ou dans un autre secteur. D'accord ? Donc, il ne faut pas simplement voir
le déficit que nous avons dans notre relation épargne-investissement et que ça découle sur la dette. Ça peut découler de l'épargne privée extérieure qui viendrait au Cameroun renforcer l'investissement domestique. Mais cela nécessite d'énormes efforts en matière d'amélioration du climat des affaires. Absolument. D'accord? Donc, vous avez un certain nombre de ce qu'on appelle en anglais bottlenecks, vous avez un certain nombre de contraintes dans notre environnement des affaires qui fait en sorte que l'investissement étranger direct ne trouve toujours pas intéressante la destination Cameroun. D'accord? Cela vient d'un certain nombre de facteurs. Si vous regardez simplement des statistiques en matière de délai au port, d'accord? Il vous faut aujourd'hui une dizaine de jours pour pouvoir compléter le dossier dont vous avez besoin pour pouvoir exporter à l'étranger. D'accord? Dans les pays émergents dont nous voulons, vers lesquels nous voulons converger, ce n'est pas 10 jours qu'il vous faut pour compléter une déclaration d'exportation, c'est 2 jours. En ce qui concerne les importations, il vous faut à peu près 20 jours. Je ne parle pas de produits qui va transiter, qui va venir. Ça, c'est le délai du fret, le délai du transport. Juste pour compléter au niveau de la douane la documentation qu'il vous faut pour pouvoir donc extraire le produit qui est arrivé, vous avez une vingtaine de jours. Dans les pays émergents, vers lesquels nous aspirons, ces 2-3 jours, vous pouvez le faire. Et dans d'autres pays, vous le faites même sur le plan électronique, ou si vous faites une déclaration électronique, le cadre, etc. Donc, je pense que nous avons besoin, pour renforcer l'investissement au Cameroun, nous avons besoin d'améliorer l'attractivité de notre pays. D'accord? Il y a des efforts qui sont faits. Je vous ai donné des statistiques aujourd'hui, mais nous partions d'un niveau qui était très, très élevé. Nous partions de niveaux qui étaient vraiment inquiétants. Des efforts ont été faits, mais cela n'est pas, le niveau actuel, c'est pas suffisant pour que nous puissions réussir cette grande exode que nous voulons réaliser pour pouvoir atteindre les objectifs. Et ensuite, vous avez le gros problème, c'est le problème de notre système financier également. D'accord? Nous avons un système qui est essentiellement bancaire. Les entreprises aujourd'hui qui se développent dans le secteur des services n'ont pas toujours des garanties, etc. Les startups, aujourd'hui, vous avez des statistiques où on vous dit le coût pour pouvoir créer une start-up juste en matière de documentation, ce qu'il vous faut dépenser pour réunir l'ensemble de la documentation, etc., c'est 30% du produit intérieur brut par tête. Donc c'est à peu près 30% du revenu moyen au Cameroun que vous devez mettre sur la table pour pouvoir réaliser la paperasse en fait pour pouvoir créer une entreprise. Donc il s'agit là de coûts qui sont des coûts réels pour les investisseurs et même des investisseurs locaux. Ce sont des coûts qui affectent négativement malheureusement l'investissement étranger direct. Donc le DSCE avec ce volet infrastructure, mais il y a également un certain nombre de choses à faire pour améliorer l'attractivité. Mais également en termes de priorité, d'accord? Je pense, à mon avis, que nous aurons dû faire la priorité plutôt à développer le réseau ferroviaire, par exemple. D'accord? Le Cameroun, c'est à peu près 1000 km de réseau ferroviaire. Vous avez une moyenne pour les pays émergents, c'est 300 000 km des réseaux ferroviaires. Imaginez, Monsieur Dipita Tongo, que vous avez une infrastructure sous-régionale de chemin de fer qui va partir de Fumbot et qui pourra arriver à la frontière Cameroun-Gabon ou Cameroun-Congo. Imaginez le potentiel que cela pourrait avoir pour nos mamans, nos tantes qui produisent des carottes, de la tomate, etc. et qui ont besoin d'être écoulées rapidement. D'accord? Je vous ai donné ces statistiques. 1000 km des réseaux ferroviaires dans un pays, ce n'est pas suffisant. D'accord? Ce n'est pas suffisant. Des fois, nous faisons plus attention au transport aérien. Et il y a énormément de ressources qui sont mises à la disposition du transport aérien. Et des fois, malheureusement, on ne prend pas en compte assez la nécessité de développer l'infrastructure ferroviaire parce qu'elle crée de l'emploi et elle crée des chaînes de valeur dans toutes les gares sur le trajet. Absolument. Donc, cela dit, le gouvernement s'est très vite aperçu des limites ou alors de quelques imperfections du DSCE. Et on a donc pu assister à la mise en place d'un plan d'urgence triennal entre 2015 et 2014. Ce plan a été décidé par le président de la République en 2014. Donc il était
a implémenté entre 2015 et 2017. Pour vous, était-ce en réponse à cet ajustement, afin de revenir sur le sentier initial? Était-il efficace? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui, je pense, est extrêmement important. D'accord? Vous ne pouvez pas faire de la politique macroéconomique, de la gestion macroéconomique premièrement, sans données, sans statistiques. D'accord? Lorsque vous comparez le Cameroun dans sa production statistique vis-à-vis des autres pays, dans les pays à revenus similaires, notre production statistique n'est pas suffisamment forte. Pourquoi je parle de statistiques? Je parle de statistiques parce que si vous avez des statistiques à haute fréquence, si vous savez par exemple quel est le taux de chômage dans la région de Ngaoundéré, si vous savez quel est le taux de chômage dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui, et ensuite ce taux de chômage que vous déclinez en chômage des jeunes, chômage des femmes, etc., ça vous donne un baromètre, ça vous donne l'impulsion, ça vous donne de manière trimestrielle ou mensuelle des éléments suffisants pour pouvoir réorienter votre politique. D'accord? Dans les pays développés, la statistique qui arrive tous les mois et qui fait et qui défait les gouvernements, c'est le taux de chômage. D'accord? En plus d'autres statistiques. Je pense que nous avons besoin de renforcer l'absorption, d'abord la création de statistiques, ensuite l'absorption de ces statistiques, y compris vous, les journalistes et ceux spécialisés au niveau des questions économiques, nous avons besoin de ça. Donc, pour répondre à votre question aujourd'hui, est-ce qu'il y a une correction de la démarche initiale de la part du gouvernement pour pouvoir améliorer les choses? Si c'est le cas, je m'en félicite parce que cela veut dire que nous sommes dans une situation où nous pouvons réajuster lorsque nous voyons qu'il faut par exemple accélérer plutôt dans tel autre secteur, où il faut revoir un certain nombre de choses. Mais sans statistiques, une fois de plus, vous ne pouvez pas savoir si votre objectif final, parce que je vous ai expliqué, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui est sur le papier et la vision d'ensemble, faire du Cameroun un pays émergent en 2035. Mais pour ça, il vous faut des objectifs intermédiaires, il vous faut des instruments, ensuite il vous faut une quantification de votre action. Pour pouvoir vous réajuster à mi-parcours, il vous faut savoir par exemple, est-ce que dans les 2 ans qui ont suivi le premier programme, quel est le volume d'emploi de jeunes que j'ai créé? Quel a été le salaire moyen ou médian qui a été généré? Est-ce que c'était des bons emplois? Quel est le niveau de satisfaction des usagers ou des consommateurs dans certaines privatisations que le Cameroun a réalisées? Quelle est la distribution géographique de l'emploi, des inégalités, etc. Dans différentes régions du Cameroun? Où sont les régions à forte croissance, des régions à faible croissance? Où sont les opportunités d'emploi, etc. Si vous n'avez pas ces statistiques, et malheureusement nous ne les avons toujours pas dans tous les secteurs ou dans toutes les régions, il vous est difficile de pouvoir savoir ce qui se passe. Je pense que la priorité à l'infrastructure en phase 1 était nécessaire, étant donné qu'on n'avait pas investi suffisamment pour une certaine période. Ensuite, il faut continuer à renforcer en fait l'intervention dans différents secteurs. Je vais prendre par exemple dans le secteur de l'éducation. D'accord? Pour réaliser l'emploi qu'il faut, vous avez l'infrastructure, d'accord? Vous construisez des routes, vous construisez le port de Kribi, vous construisez différents barrages. C'est très bien parce que je ne vous ai pas donné ces statistiques, mais en moyenne, les entreprises reportent tous les mois, en moyenne 8 à 9 délestages par mois, d'accord, pour le Cameroun. Dans d'autres pays, c'est un jour de délestage ou 2 dans d'autres pays émergents. Ici, on parle de 9 à 10 jours 10 incidences de délestage par mois. Donc, les infrastructures sur le plan de l'électrification, de l'énergie, étaient les bienvenues. Mais il faut continuer dans d'autres secteurs également. D'accord? Parce que n'oubliez pas, l'objectif, c'est créer l'emploi. Absolument. C'est ça l'objectif. Nous sommes une population qui est extrêmement jeune. Nous avons quasiment l'essentiel de notre population qui se situe entre plus de la moitié, qui se situe entre 0 et 24 ans. D'accord? Donc nous avons une population qui a besoin que les choses aillent vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, sur le plan même politique,
il faut comprendre que la structure démographique de notre population, qui est une population essentiellement jeune, ce qu'elle demande, c'est une action qui est une action forte, mais rapide. Parce que les jeunes sont impatients aujourd'hui. Ils veulent une action rapide. De l'emploi tout de suite. De l'emploi tout de suite et un bon emploi. Donc, sur le plan de l'éducation, il vous faut en finir, et je le prends vraiment au sérieux parce que j'ai eu à réaliser une étude avec un collègue camerounais, le professeur Désiré Ongba de l'Université de Paris 10 Nanterre, une étude qui analysait en fait la distribution des étudiants, d'accord, sortis des universités, en matière de formation générale ou formation technique. Et nous avons fait cette étude pour un ensemble de pays, une soixantaine de pays en développement, y compris le Cameroun. Et nous avons remarqué que dans les pays riches en ressources naturelles comme le Cameroun, vous avez quelque chose qui est assez incompréhensible, d'accord? Nous sommes un pays qui est riche en ressources naturelles, avec un potentiel halieutique, hydraulique, agricole immense, humain immense, mais vous avez une structure de la distribution des diplômés qui, en fait, ont essentiellement un enseignement général. Et vous avez très peu de techniciens qui sont formés, qui sortent des écoles camerounaises. D'accord? Vous avez, quand vous regardez les statistiques, une vague importante d'étudiants qui font des formations que je vais appeler des formations relativement générales. Et très peu font la technique. Pourquoi? Parce que, d'une part, vous avez, Monsieur Dipta, si vous vous souvenez, je ne sais pas si cela est arrivé dans votre famille, mais généralement, lorsque vous aviez un cousin ou un petit frère ou un neveu qui avait des difficultés dans l'enseignement général au lycée, généralement, on disait, puisque tu ne t'en sors pas et tout, il faut que tu ailles apprendre un métier. En fait, c'est les moins bons. Mais c'est complètement paradoxal. Des pays comme l'Allemagne, des pays comme Singapour, des pays comme la Chine ont investi énormément. C'est-à-dire, l'enseignement technique, c'est la crème de la crème dans des pays qui fonctionnent. Vous dites qu'il faut réorienter notre politique éducative vers les systèmes techniques, vers des mécanismes qui permettent aux jeunes d'être... Il faut déjà arriver à expliquer aux parents que l'objectif, ce n'est pas de faire une formation générale pour pouvoir travailler dans la fonction publique. D'accord? L'État ne peut pas être le principal employeur dans un pays. Ce n'est pas soutenable. Si on continue à le faire, je pense que ce n'est même pas déjà la politique en place actuellement, mais s'il y a des gens qui vont promettre aux populations qu'ils vont embaucher 2-3 millions de jeunes dans la fonction publique, il s'agit d'une politique qui est suicidaire, parce que ça va nous remettre une fois de plus dans les mêmes conditions des années 80 dans lesquelles nous étions, où l'État a pris une part assez importante et un moindre choc a affaibli rapidement le système économique. Il nous faut changer notre perception que nous avons de l'enseignement technique. Quelqu'un qui fait dans la mécanique, c'est un bon emploi. Et c'est un emploi si nous sommes dans un pays où si nous arrivons à régler les problèmes d'attractivité, d'accord, si nous arrivons à faciliter l'investissement étranger direct, imaginez une usine de montage de voitures ou de motos qui se crée au Cameroun. C'est cet individu qui a fait une formation technique en mécanique, en comptabilité, en peinture. Ce sont ces individus qui auront les bons emplois dans le secteur manufacturier et industriel. On ne peut pas continuer à fonctionner dans un pays où les jeunes veulent simplement travailler dans la fonction publique, mais il y a une raison à cela. D'accord? Et nous évoquerons pourquoi est-ce que la fonction publique est si attractive. La stabilité de l'emploi, mais aussi, malheureusement, les perspectives d'enrichissement illicite et de corruption. Malheureusement, c'est ça. Mais ça, c'est pas une stratégie non plus. Hein. C'est pas une stratégie. C'est simplement une dérive. C'est une dérive qui grève l'économie camerounaise et qui, malheureusement, affecte la perception. Parce que, vous savez, l'investissement étranger direct, et ce que le reste du monde pense d'une économie, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que nous sommes une petite économie. D'accord? Nous avons besoin de pouvoir être ouverts sur l'extérieur. Nous avons besoin de pouvoir importer du savoir-faire technologique. Nous avons besoin de ramener notre diaspora
aussi à contribuer. Et ce que le reste du monde pense d'un tout petit pays comme le Cameroun compte énormément parce que cela peut affecter 2 milliards, 3 milliards d'investissements, 3 milliards de dollars d'investissements qui auraient pu venir. D'accord ? Vous avez des entreprises étrangères qui auraient pu choisir la destination Cameroun, mais qui peut-être ne vont pas le faire simplement parce qu'il y a une forte incertitude, il y a une mauvaise perception. Même si le gouvernement fait des efforts qu'il faut saluer, parce que si vous regardez vraiment les statistiques dans ce qu'on appelle le doing business de la Banque mondiale, il y a certains efforts qui sont faits, d'accord ? Il y a des efforts qui sont faits, mais n'oubliez pas, il s'agit encore de cette fameuse dialectique du train qui rentre en gare. D'accord, ce sont des choses qui doivent normalement être faites. Maintenant, comment est-ce qu'on passe à un autre cap? Je vous ai donné un certain nombre de statistiques de pays émergents à tranche supérieure qui ont fait d'énormes efforts dans les délais, dans l'utilisation des ressources digitales pour pouvoir améliorer même la performance de la fonction publique. À partir de là, et compte tenu de ce que avoir une croissance avec un taux de chiffres, oui. Pourriez dire aujourd'hui que le DSCE est un échec? Non, parce que le DSCE a un objectif qui est un objectif d'emploi, il y a un objectif d'industrialisation du Cameroun et d'émergence, d'accord? Absolument. Maintenant, est-ce que l'implémentation du DSCE s'est faite de manière optimale? Il me souvient que le chef de l'État lui-même avait dénoncé déjà l'inertie. D'accord? Très peu de personnes parlent de ça. Très peu de personnes se souviennent de ça. Il fut un moment ici au Cameroun où on parlait en plus régulièrement de l'inertie qui était décriée déjà au sommet de l'État par le chef de l'État. Il y a un problème d'inertie. D'accord? Cette inertie, ça fait en sorte, par exemple, que les décaissements que vous devez faire pour réaliser un investissement public, ces décaissements sont lents. La Banque mondiale a fait un rapport récemment, il y a quelques semaines, elle se plaignait du faible taux de décaissement. Donc il y a des lourdeurs administratives malgré la vision qu'il y a. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une vision qui est là, une vision que, voilà, vous pouvez... Ces lourdeurs sont quand même liées à des questions de gouvernance. Tout à fait. D'accord. Cela dit, comment fait-on donc à partir de là, compte tenu du contexte que vous avez brillamment décrypté tout à l'heure, comment fait-on pour atteindre cette croissance à un taux de 2 chiffres? Ok. Il s'agit de l'équation à, on va dire quoi, 1 milliard de francs CFA. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur FMI. Hein? Ouais. Il s'agit de l'équation importante. Et je pense que c'est l'équation la plus importante pour notre pays. Je vais déjà vous donner quelques raisons. D'accord? L'Afrique est en train d'aller vers une croissance démographique jamais rencontrée dans l'histoire de l'humanité. D'accord? En l'horizon 2050, la population africaine va doubler. On va passer d'1 milliard à 2 milliards. À l'horizon 2100, ça va encore doubler. On va passer à 4 milliards. D'accord? L'Afrique sera le continent où le taux de croissance de la population sera le plus important. Donc l'Afrique va produire à peu près 1,4 milliard d'habitants en supplément déjà de ce que nous avons à l'horizon 2060. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que le Cameroun en fait partie. Et les projections démographiques également, nous sommes une population jeune. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez à peu près 46-47% de la population camerounaise qui est entre 0 et 14 ans. Il s'agit des gens qui doivent travailler. Des gens qui vont demander un certain nombre de biens publics. Ils vont demander Internet à la maison. Ils vont demander des soins de santé qui sont de proximité et bien faits. Ils vont demander un certain nombre de choses et ils vont demander de manière plus importante parce que ce sont des gens qui sont connectés au reste du monde aujourd'hui. Ces jeunes, ce sont des jeunes qui vont voir comment ça se fait mieux à l'extérieur et qui vont demander à l'État, au secteur privé, une meilleure qualité de service. Donc, il faut déjà savoir que cette croissance de 2 chiffres, c'est l'objectif. Nous pensons qu'à une croissance de 2 chiffres, on peut rapidement absorber l'emploi. Mais ce n'est pas toujours vrai. Si vous avez une croissance à 2 chiffres qui est déséquilibrée parce qu'elle provient d'un secteur qui est intensif en capital, par exemple, vous avez une croissance qui vient principalement du secteur pétrolier, par exemple,
cette croissance ne sera pas généralement inclusive de manière directe. Il vous faudra mettre en place des politiques maintenant d'accompagnement pour pouvoir absorber le niveau, créer les emplois jeunes qu'il vous faut. Donc, ce que je pense, c'est que cet objectif de croissance à 2 chiffres est atteignable. D'accord? Simplement déjà parce que nous sommes un pays relativement pauvre par rapport aux autres économies mondiales. Donc, nous avons un boulevard, nous avons une capacité à croître. Techniquement, on appelle ça de la convergence. Techniquement, nous pouvons converger parce que nous partons d'un niveau qui est bas. Okay. Il est difficile pour les pays avancés aujourd'hui, je parle des pays par exemple du G7, de pouvoir avoir des taux de croissance de 2 chiffres parce qu'ils ont déjà atteint un niveau de développement où ils ont généralement des croissances de 2%, 1%. Nous sommes une petite économie, nous avons ce potentiel de croissance qui est énorme. Pour réaliser cette croissance à 2 chiffres, on a déjà parlé de l'investissement, il vous faut investir. Et je vous ai dit que le taux d'épargne domestique au Cameroun, qui tourne autour des 18-20%, n'est pas suffisant pour pouvoir réaliser l'investissement qui est nécessaire pour nous amener à un taux de croissance de 2 chiffres. Donc, il vous faut compléter l'épargne domestique. Le taux agréable pourrait être lequel? D'investissement? Le taux de croissance, le taux d'épargne. Je ne pense pas que la question doit se poser en termes de taux d'épargne domestique. Le taux d'épargne domestique, c'est un résultat. C'est-à-dire, si vous avez de la croissance, si les gens travaillent, alors ils épargnent. C'est plutôt un résultat. Ce qu'il vous faut faire, c'est de l'investissement. Mais si vous n'avez donc pas les ressources, parce que le résultat n'est pas bon, vous n'avez pas suffisamment de ressources pour pouvoir générer cet investissement localement, il vous faut améliorer l'attractivité de votre pays parce que vous ne vivez pas en isolation. C'est clair. Donc, il vous faut attirer. Et on a parlé tout à l'heure de l'investissement étranger direct, il faut réduire les délais au port, il faut réduire la corruption, etc. C'est extrêmement important. Il vous faut donner une meilleure perception de l'image du Cameroun. Donc, si maintenant on parle du capital humain, parce que pour produire, il vous faut un certain nombre d'inputs, d'accord? Nous avons parlé de l'investissement. Ensuite, pour produire, il vous faut ce qu'on appelle le capital humain aussi. Donc, il vous faut une force de travail qui est bien formée et qui est en santé. Vous avez des statistiques qui vous montrent, par exemple, qu'au Cameroun, vous avez le nombre, par exemple, de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants est extrêmement faible par rapport à ces pays émergents vers lesquels nous voulons aller. Donc, il y a des investissements importants à faire dans le secteur de la santé. D'accord ? Il y a des investissements à faire dans le secteur de l'éducation également. Nous avons parlé, mais ce n'est pas forcément des investissements extrêmement lourds. Il s'agit de changer la vision que nous avons de notre éducation. J'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de donner des lettres de noblesse à l'enseignement technique. Par exemple, je pense aussi que nous devons passer d'un système où nous sommes réellement bilingues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'enseignement public, aujourd'hui, qu'un établissement public soit officiellement bilingue et que ce soit une décision qui soit une décision publique et légale pour qu'il n'y ait plus aucun établissement public où l'enseignement n'est fait qu'en français. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important ça? Parce qu'une fois de plus, vous avez des statistiques qui vous montrent que des pays qui ont une main-d'œuvre qui parle plusieurs langues, y compris l'anglais, sont des pays qui attirent davantage des bons investissements. Si des entreprises chinoises ou américaines ou thaïlandaises ou françaises, etc., veulent investir au Cameroun, il vous faut une main-d'œuvre qui peut parler anglais, parler différentes langues. L'anglais est la langue internationale dans les affaires, universelle. D'accord? Nous avons un héritage francophone qui est très bien, il faut le préserver, mais je pense que nous sommes un pays bilingue. Nous ne devons pas être un pays où on a juste des régions qui sont anglophones et francophones. C'est l'ensemble du Cameroun qui peut être bilingue. Et ça aura un impact très important sur la perception de notre capital humain. D'accord? Je pense qu'il faudrait également investir nos efforts. Il ne s'agit pas toujours d'investir de l'argent, d'accord? Investir le temps de réflexion et avoir la vision pour améliorer le secteur agricole, d'accord? Aujourd'hui, vous avez une situation où le secteur agricole emploie 60% de notre emploi se trouve dans le secteur agricole. Et je vous ai dit tout à l'heure
que malheureusement, nous sommes en train de doubler nos importations de produits alimentaires. Nous l'avons fait en l'espace de 20 ans. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le secteur agricole? Et mon épouse, qui est une spécialiste de ces questions, tous les jours m'enrichit à la maison lorsque nous avons des débats là-dessus. Ce qui se passe dans le secteur agricole, c'est que vous avez une offre qui est assez rigide, mais vous avez une demande qui croît. C'est-à-dire quoi? Vous avez un volume de production qui ne bouge pas beaucoup. Mais vous avez une forte augmentation de la population parce que nous avons ce boom démographique, etc. Donc, en plus de ça, vous avez dans la sous-région des pays qui ont découvert le pétrole et qui ont aujourd'hui, qui à un certain moment donné avaient un pouvoir d'achat qui avait augmenté significativement. Et ces pays demandaient aussi nos produits agricoles en quantité importante. Donc vous avez l'offre, la demande domestique de produits agricoles qui a augmenté parce que la population augmente et la demande extérieure sous-régionale qui a augmenté parce que ces pays sont devenus des pays relativement riches parce qu'ils avaient des revenus pétroliers en début des années 2000. Ça fait qu'avec une offre rigide, il y a une tension sur les marchés. Les prix des plantains, du macabo, de l'igname ont augmenté et il y a des anecdotes. On vous dit... la demande est supérieure à l'offre. Exactement. C'est-à-dire vous avez la demande qui est supérieure à l'offre et ça crée une tension immédiate sur les prix. Il nous faut réfléchir clairement à comment booster la production agricole dans notre pays, faite par le secteur privé. Quelles sont les incitations? Parce que les individus réagissent aux incitations. Vous ne pouvez pas forcer un jeune qui fait la moto à Douala ou à Yaoundé, le forcer à rentrer dans mon village pour pouvoir faire de l'agriculture. D'accord? Mais vous pouvez modifier son incitation si, par exemple, vous faites un certain nombre, vous avez un certain nombre de mesures, vous renforcez, par exemple, les délégations régionales du ministère de l'Agriculture, vous essayez d'avoir même ce qu'on appelle des amnisties fiscales pour des personnes qui investissent dans le secteur agricole. Avec une véritable politique, on va doubler, on va tripler notre production pour déjà servir le marché local et servir le marché sous-régional. Mais aussi, il faudra transformer cette agriculture. D'accord? Parce que l'un de nos problèmes, c'est que les infrastructures routières et ferroviaires ne sont pas toujours d'excellente qualité et nous avons des productions maraîchères qui sont très périssables et les populations n'arrivent pas toujours à écouler les produits rapidement sur les marchés. Monsieur Dipita, la demande nigériane, gabonaise, équato-guinéenne, tchadienne de nos produits agricoles est une aubaine formidable pour ceux qui font dans l'agriculture dans notre pays. C'est une aubaine parce que ça décuple les possibilités de pouvoir avoir une augmentation de revenus. Mais il faut produire plus. Absolument. Et pour produire plus, il vous faut des infrastructures, il vous faut une véritable vision. Il vous faut montrer aussi en matière de communication que l'agriculture n'est pas un métier dénigrant. D'accord? Un pays comme la France, le salon de l'agriculture est un arrêt primordial de tout président chaque année lorsqu'il y a le salon d'agriculture. Il doit y aller. Les agriculteurs dans ces pays sont des personnes qui sont respectées. Absolument. Aujourd'hui, dans notre pays, je pense qu'il faut qu'on change, et je vous ai parlé tout à l'heure de l'enseignement technique, il faut qu'on change la perception que nous avons de certains métiers. Un mécanicien est quelqu'un qui sait faire quelque chose, d'accord? Il est utile. Quelqu'un qui est un généraliste, quelqu'un qui parle plus, qui dit de belles phrases, malheureusement, sa contribution il produit moins et elle est minime. Dans cette volonté de recherche des solutions pour une meilleure croissance, le Cameroun a signé avec le FMI un ensemble d'accords de facilitation de crédit. Et le FMI avait approuvé le 4e décaissement de 76 millions de dollars au Cameroun l'an dernier, alors que les conditions n'étaient pas totalement réunies. Qu'est-ce qui a motivé cela? Qu'est-ce que vous entendez par les conditions n'étaient pas réunies? Le Cameroun n'a pas rempli entièrement les conditions d'accès à ces financements-là. Il faut savoir déjà que lorsque le FMI coopère avec le Cameroun, pour que les gens comprennent comment ça marche, le Cameroun, en tant que pays souverain, sollicite, d'accord, un partenariat, une coopération avec le FMI ou la Banque mondiale, etc. D'accord. Donc, c'est le pays qui sollicite la coopération. Ensuite, il y a un certain nombre
d'éléments que les pays décident ensemble avec le FMI, tombent d'accord sur les priorités, sur le dosage, sur l'ensemble des réformes qu'il faut faire, structurelles, dans différents secteurs, etc. D'accord? Ça, on appelle ça, ce sont des critères structurels, des structural benchmarks. Ensuite, vous avez des critères plutôt nominaux, le déficit, il faudrait le contrôler, il faudrait que d'autres variables macroéconomiques soient relativement encadrées, etc. L'appréciation maintenant que le conseil d'administration du FMI va faire d'un pays, c'est une appréciation qui est globale, d'accord? Vous pouvez avoir des retards qui sont des retards purement techniques, d'accord? Ou même des retards parce que il y a une législation qui a été mise en place dans un ministère qui faisait partie, par exemple, d'une des recommandations, mais le Parlement, par exemple, doit se réunir plutôt dans un mois, mais lorsque on va évaluer, on peut considérer que cette mesure n'a pas été faite, alors que c'est juste un retard purement technique. Je pense que lorsque le conseil d'administration du FMI se réunit et donne une décision, c'est en appréciant dans sa globalité les efforts que le pays a fait et pour pouvoir déboucher sur un décaissement ou pas. Donc, je ne pense pas que les conditions n'étaient pas réunies, parce que si les conditions n'étaient pas réunies, cela aurait été... Quelle lecture faites-vous de la mobilisation des recettes non pétrolières dans le budget? C'est un objectif extrêmement important pour l'ensemble des pays en développement, y compris des pays africains, d'accord? L'objectif, c'est arriver généralement à avoir des recettes fiscales en pourcentage du PIB autour de 20 à 22%. D'accord. Ça, c'est l'objectif pour un pays sérieux, qui fonctionne bien à l'international. Le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, voilà. Donc, il vous faut à peu près réussir à dégager 20% ou 22% de recettes fiscales en pourcentage de ce que vous produisez. Le problème, c'est que vous avez plusieurs façons d'atteindre cet objectif, et chacune de ces façons n'est pas forcément une bonne chose pour la croissance économique. Imaginez par exemple que vous décidez d'augmenter les taxes de manière fulgurante sur les petites et moyennes entreprises, qui représentent l'essentiel de notre population d'entreprises au Cameroun. Si vous le faites, vous êtes en train d'annihiler même les capacités d'innovation de ces entreprises, vous êtes en train de réduire leur capacité de croissance, etc. Donc, ce que vous devez faire, s'il faut atteindre cet objectif de 20 ou 22%, ce n'est pas simplement de modifier le taux ou la pression fiscale, mais vous avez un élargissement de l'assiette qu'il vous faut faire. D'accord? Ensuite, il vous faut une meilleure capacité de mobilisation, la bonne gouvernance, etc. Les administrations fiscales devraient continuer le travail qu'elles font pour pouvoir mieux mobiliser. Donc, cette capacité d'élargissement de l'assiette fiscale, c'est difficile dans notre contexte. Pourquoi? Parce que vous avez 70-75% de l'emploi informel. C'est-à-dire que si on regarde le pourcentage de personnes qui sont dans le secteur informel et vous divisez ça par le pourcentage de personnes qui travaillent dans le secteur formel, vous avez à peu près 70%. Donc l'emploi informel représente à peu près 70% au Cameroun de l'emploi formel. Donc c'est ça le gros challenge. Comment est-ce que vous arrivez à pouvoir élargir votre assiette fiscale lorsque vous êtes une économie extrêmement informelle? Il vous faut une fois de plus agir sur les incitations et par exemple, l'une des recommandations que je pourrais faire, s'il m'est posé la question, c'est on peut agir sur le plan digital. Dans différents pays comme le Rwanda, la Tanzanie, etc., vous avez des mesures qui sont mises en place pour que les entreprises puissent payer directement, faire leur déclaration fiscale, payer directement à travers des applications. D'accord? Il s'agit là de la nouvelle génération d'États, en fait. Les pays dans le monde aujourd'hui investissent énormément dans tout ce qui est digital. Ce n'est pas parce que c'est beau ou parce que c'est intéressant aujourd'hui. C'est plus efficace. C'est plus efficace et ça réduit la corruption, ça réduit les détournements. Absolument. Plus vous avez des transactions qui sont faites par compte bancaire, moins vous avez le contact humain avec l'argent. D'accord? Notre maman qui vend le timbre fiscal, par exemple, au ministère ou dans une délégation des impôts, etc., qui amasse énormément d'argent dans la journée, différents millions, dizaines de millions de timbres qu'elle vend. C'est difficile, c'est-à-dire c'est pas tout le monde qui va vouloir faire un détournement, mais là il y a un risque.
Et c'est facile, je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que on n'est pas en train de dire que les fonctionnaires vont détourner forcément l'argent, mais la probabilité qu'il y ait un détournement... Vous parlez de la perception tout à l'heure. Exactement. Donc, si vous passez, par exemple, en digital, en regardant aussi, parce que les Camerounais doivent être humbles, M. Dipita, il faut qu'on regarde autour de nous. On n'est pas forcément obligé de regarder plus loin vers l'Asie. Vous pouvez regarder à l'intérieur de l'Afrique, la Tanzanie, le Kenya, d'autres pays qui sont plus avancés, le Rwanda, dans la digitalisation de leur fonction publique et de leur économie, il y a des choses à apprendre. L'influence du report de la CAN en rapport avec le budget 2019 sur la croissance économique globale, vous en dites un mot? Déjà, c'était une opportunité formidable de pouvoir avoir la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est un pays de football. Le Cameroun, c'est un pays de sport. Le Cameroun, c'est un pays qui est connu pour ses performances sportives dans le reste du monde. Chaque fois que je me retrouve dans un pays, la dernière fois j'étais en Italie, en Lituanie pour parler de FinTech, etc. Même mon chauffeur en Lituanie me parlait en fait des performances de nos athlètes camerounais. D'accord? Donc c'était, comment je veux dire, c'était nécessaire. On ne pouvait pas faire autrement qu'avoir la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. D'accord? C'était une anomalie qu'on a essayé de corriger. Malheureusement, la décision a été prise. Malheureusement, le Cameroun ne pourra pas organiser la CAN comme c'était prévu en 2019, mais le Cameroun pourra l'organiser en 2021. Il faut croiser les doigts. C'est ce qui est dit dans tous les cas. Il faut bien croiser les doigts. Le coût économique est important de cette décision. Notamment au regard des investissements. Et je vais vous dire encore une fois de plus, M. Dipita Tongo, pourquoi j'insiste sur la nécessité d'élever la discussion économique au Cameroun basée sur des données. Aujourd'hui, il nous faudra savoir le nombre d'entreprises qui a fait faillite parce que cette CAN, finalement, n'a plus eu lieu. Je ne parle pas des entreprises directement impliquées dans la construction des stades. Je parle de la sous-traitance. Je parle parce que je connais, j'ai des exemples de gens autour de moi qui avaient décidé de lancer des hôtels dans la région de Simalène, par exemple, qui s'étaient endettés. D'accord? Quel sera l'impact de ce report? D'accord, à court terme, sur des indicateurs comme le taux de créance douteuse au niveau des banques, parce qu'il y a des entreprises qui vont mettre la clé sous le paillasson parce qu'elles ne pourront pas. Il y a des ménages qui se sont endettés. D'accord? Il y a des individus qui ont importé des voitures parce qu'ils voulaient développer des sociétés de transport qui pourront transporter des supporters. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été impactées par ça et ça, c'est l'effet à court terme. D'accord? Il y a une baisse énorme de l'activité dans le secteur des services, etc., qui va se faire ressentir. Mais sur le moyen terme, il faut être optimiste aussi. Si les stades sont livrés, si le Cameroun, effectivement, par fierté aussi, on ne peut pas se permettre d'avoir un second échec, d'accord? Si par fierté, et comme je l'entends de la part du gouvernement, nous allons être prêts à l'horizon 2021, alors vous n'avez pas idée de l'impact que cela pourra avoir sur l'économie si, une fois de plus, nous avons la vision. Ah, d'accord. D'accord? Cette vision, c'est quoi? Les différents stades que nous avons construits, avons-nous pensé à ce que ces stades deviennent lorsqu'il n'y a pas match? Avons-nous construit juste des aires de jeu où nous avons pensé que ces stades peuvent s'autofinancer, même lorsque nous avons un championnat, par exemple, qui n'attire pas suffisamment de supporters. Parce qu'il vous faudra travailler sur l'entretien de cette infrastructure. Et pour pouvoir entretenir ces infrastructures lourdes, il vous faut créer des ressources, mais des ressources où? Au stade. Absolument. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous regardez les stades en Europe, ce n'est pas pour rien qu'on appelle un stade Allianz Arena. Allianz est un grand groupe d'assurance en Europe. D'accord? Il s'agit d'un bail où c'est simplement le nom de l'entreprise d'assurance qui est apposé sur le stade. Et ça peut être un contrat de 15 ans, de 20 ans,
mais il s'agit de millions ou de milliards d'euros de contrats. Juste simplement d'avoir le stade qui s'appelle Allianz Arena. Et c'est un stade où on va jouer la Ligue des Champions, etc. Mais cette entreprise d'assurance donne des ressources à la société qui gère, ou si c'est la ville qui s'occupe du stade, a des ressources dans ce sens. Les stades également sont des endroits où vous avez des bureaux. D'accord? Vous avez des bureaux, vous avez des entreprises, vous avez des boutiques, vous avez des centres commerciaux. C'est-à-dire, le stade, ce n'est pas simplement aller au stade, s'asseoir, regarder un match et rentrer. Lorsque vous allez dans des stades modernes dans le monde, tout est fait pour que vous allez dépenser en plus du ticket que vous avez acheté. Donc vous allez vous retrouver en train de faire du shopping, vous allez vous retrouver en train de laisser vos gamins jouer, etc. Exactement. Le stade doit pouvoir s'auto-gérer, créer des ressources, attirer des gens, pas seulement pour le match, mais qu'il y ait des dépenses connexes, des dépenses parallèles que le consommateur peut faire, y compris aussi renommer certains stades qui sont des stades de très forte capacité, qu'elles puissent avoir des noms d'entreprises qui sont prêtes à payer des milliards de francs CFA pour avoir leurs panneaux sur le stade et cela permettrait de générer des revenus suffisants. Alors avec Rachid Lajage, oui, chercheur à l'école d'économie de Paris et à l'INRA, oui, et Luc Désiré Omba, vous l'avez cité tout à l'heure, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Paris, Ouest Nanterre de Défense, vous êtes parti d'un constat. oui. De nombreux pays africains à fortes ressources naturelles, pétrole notamment, affichent des croissances économiques plus faibles que d'autres. Et vous dites que cette malédiction des ressources naturelles tient notamment au fait que la rente pétrolière détourne les talents des activités productives. Alors de ce constat, vous posez la question, comment éviter la malédiction des ressources naturelles? C'est quoi la problématique? Ok. Si vous vous souvenez, il y a quelques minutes, je vous ai parlé du déséquilibre que nous avons dans notre offre de talents sur le marché de l'emploi. Nous proposons des généralistes. D'accord? Et on est surpris que au concours dans la fonction publique, un concours comme le concours de l'ENAM ou les différents concours, vous avez des dizaines de milliers de Camerounais qui viennent en compétition dans ces établissements pour pouvoir avoir 80, 150 places. D'accord? Pourquoi cela c'est le cas? Simplement, c'est parce que nous avons produit énormément de jeunes diplômés, mais il y a un problème d'adéquation entre cette formation-là et ce que l'économie structurellement a véritablement besoin. Vous ne pouvez pas parler d'un pays qui doit investir, doubler son taux d'investissement, un pays qui doit attirer des investissements étrangers directs dans différents secteurs techniques, agriculture, santé, transport, etc., et former majoritairement des généralistes. D'accord? Donc, dans ce papier que j'ai fait avec le professeur Désiré Omba et le docteur Lajage, j'étais parti du constat, j'étais dans la voiture, je roulais vers la montée de l'ENAM, et c'était une période où il y avait les dépôts de dossiers pour le concours de l'ENAM. Et j'avais vu cette longue file de personnes qui attendaient pouvoir avoir le dossier pour l'ENAM. Et je me suis posé cette question, il y a une raison psychologique, parce que on n'est pas parti chercher les gens de force dans les maisons pour qu'ils viennent s'aligner là pour pouvoir, d'accord? Donc, il y a une incitation. Ces gens se sont levés et ont décidé, nous sommes 10 000, mais il y a 80 places, je vais quand même aller faire. Et je me suis donc dit, on va essayer de mener une réflexion sur quels sont les déterminants microéconomiques, donc au niveau vraiment basique, au niveau de la perception de l'individu. Pourquoi un individu va choisir une formation généraliste au lieu d'une formation technique dans un pays où tu as tout intérêt à faire une formation technique parce que c'est là où il y a les vraies opportunités d'emploi. Un peu où tout est à construire. Exactement. Pourquoi donc refuser cette route A et choisir la route B, la plus difficile, d'être généraliste, etc. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une forte relation entre la corruption dans le pays, la présence des ressources naturelles, je vais vous expliquer, et la décision que les individus en majorité ont de vouloir travailler dans la fonction publique. Pourquoi? Lorsque vous avez un État qui a des ressources naturelles, prenons le cas du pétrole, l'État a des royalties qui viennent de la production pétrolière. L'État a des ressources. Ces ressources
pétrolières, de ces ressources non fiscales, sont disponibles pour tous ceux qui gèrent certains portefeuilles voilà, au niveau de l'État, d'accord, qui exercent des activités de, voilà, de marché public, de décaissement, et voilà, qui gèrent le budget de l'État. Si vous avez en plus de ça la corruption, ça veut dire que vous avez la capacité de prélever une partie des ressources du peuple, une partie des ressources naturelles qui appartiennent à tous les Camerounais ou tous dans n'importe quel pays qui a des ressources naturelles. Vous avez donc, à cause de la corruption, ce droit qui vous vient de vous-même de pouvoir extraire pour vous cette rente. Donc, si vous êtes à l'université, vous avez davantage des incitations à rejoindre une fonction publique qui fonctionne de cette façon, parce que vous pouvez facilement capturer cette rente-là pour vous. Et comme nous avons dans un certain nombre de ces pays-là, des pays en développement, des systèmes judiciaires qui ne sont pas nécessairement performants, vous avez une gouvernance qui est un peu hésitante, donc il est plus facile de faire ce choix, d'entrer dans la fonction publique, de capturer cette rente et profiter directement au lieu d'aller forcément dans le secteur privé, faire une formation technique, une formation professionnalisante, devenir ingénieur des ponts et chaussées et construire des ponts et des barrages, etc. Et nous avons vu, lorsque vous regardez le différentiel de salaire entre la fonction publique et le secteur privé, il est grand. Si vous regardez aujourd'hui un fonctionnaire, un cadre de l'administration publique au Cameroun et un cadre dans le secteur privé, il y a un grand différentiel de salaire. Mais malgré ces signaux que le secteur privé envoie, malgré tous ces signaux positifs, en disant aux jeunes, il faut faire des formations dont nous, secteur privé, nous avons besoin, malgré ça, il y a toujours un intérêt à devoir aller dans la fonction publique qui va au-delà de l'objectif de stabilité de l'emploi que l'individu peut rechercher. Parce que vous avez des individus qui vont faire leur carrière dans l'administration publique parce qu'ils recherchent la stabilité. Ils ne veulent pas de l'instabilité, ils préfèrent la stabilité. Mais au-delà de ça, nous avons cette demande croissante de jeunes qui veulent effectivement rejoindre ces administrations publiques. Et lorsque vous rajoutez à ça la présence de la corruption, vous avez là le cocktail Molotov nécessaire pour pouvoir continuer à faire perdurer ça parce que vous pouvez capter la rente et vous n'êtes pas forcément inquiété à chaque fois que vous le faites. Comment on inverse la tendance? On inverse la tendance à travers différents mécanismes. Le premier, comme je vous l'ai dit, il faut déjà changer la perception que les gens ont des formations techniques. Les formations techniques, c'est l'avenir pour un pays qui est comme le Cameroun, qui doit investir dans différents secteurs. Il y a un investissement massif qu'il faut faire dans différents secteurs. On doit pouvoir compter sur notre main-d'œuvre qui sait faire des choses. Pas une main-d'œuvre qui parle simplement, pas une main-d'œuvre qui reste sur Internet et qui fait des commentaires. On a besoin de Camerounais qui savent bâtir des choses. La formation technique doit être la priorité du ministère de l'Éducation nationale et le passage également, et ça il s'agit de mon humble avis, nous devons avoir des lycées publics qui ne soient plus des lycées francophones ou des lycées anglophones seulement, des lycées complètement bilingues. Ces deux choses-là doivent être pour moi les priorités de l'éducation nationale à moyen terme. Maintenant, au niveau de inverser la tendance pour que les individus ne cherchent pas simplement à aller dans la fonction publique, il vous faut créer de l'emploi, il vous faut améliorer l'environnement des affaires, M. Dipita. C'est-à-dire, le problème fondamental de notre pays, c'est que notre attractivité n'est pas au niveau. Nous sommes 166e dans le classement Doing Business. On ne peut pas faire venir l'investissement étranger direct au Cameroun si on continue à avoir les performances que nous avons en matière de les performances portuaires. Il n'y a pas de très très bonnes infrastructures toujours routières. Je vous ai parlé des délestages, je vous ai parlé de l'insécurité dans certaines régions du Cameroun. Tout ça avec la perception que le reste du monde a. Et je vais vous dire un truc pour finir sur ce segment. Lorsque les pays asiatiques ont eu cette forte croissance que nous avons connue à partir des années 90, d'accord, y compris la Chine, le monde à ce moment-là avait une fonction de production, et là je vais être juste un peu technique,
le monde produisait les biens et services avec comme facteurs principaux le capital, donc l'investissement, et le travail. Le travail était devenu relativement cher, donc les salaires avaient augmenté dans les pays développés, d'accord? Et avec la création de l'OMC et la baisse des barrières tarifaires et non tarifaires, vous avez eu de fortes délocalisations dans les pays d'Asie. D'accord? Donc quand vous regardez la Chine, vous regardez les dragons d'Asie, ces pays ont bénéficié d'entrées massives d'investissements étrangers directs qui étaient intensifs en main-d'œuvre. D'accord? La Chine avait un pool d'emplois disponibles qui était relativement bon marché et que des grandes multinationales ont pu saisir et absorber et créer, réussir à faire d'énormes exportations vers le reste du monde dans le secteur des textiles, de la manufacture, de petits produits d'équipement. D'accord? Ça, c'était il y a 20 ans. C'est comme ça que le monde arrivait avec les chaînes de valeur, ce qu'on appelle les global supply chains. Ces chaînes de valeur faisaient qu'une entreprise aux États-Unis va délocaliser une partie de la production en Chine, faire revenir le produit, etc. Aujourd'hui, notre problème fondamental, c'est que le monde n'a plus besoin de la main-d'œuvre non qualifiée. Absolument. Pourquoi? Parce que nous avons la forte pénétration des robots aujourd'hui. L'enjeu, quand vous regardez les publications internationales aujourd'hui, l'enjeu principal pour, l'avenir du travail, c'est est-ce que les robots ne vont pas tous nous remplacer? Parce qu'aujourd'hui, les métiers de comptabilité, des métiers de ressources humaines, tout ça peut être automatisé par un algorithme. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'Afrique a offert? Je vous ai donné des statistiques avant. Je vous ai dit qu'on va doubler, ensuite on va encore doubler à l'horizon 2100 notre population. On va passer aujourd'hui d'1 milliard à 4 milliards d'habitants. Le monde n'a plus besoin de la main-d'œuvre non qualifiée pour produire des biens et services parce qu'ils sont en train de remplacer la main-d'œuvre moins qualifiée par des robots, par des algorithmes. D'accord. Qu'est-ce qu'on va devenir avec ce facteur que nous aurons en abondance si nous n'avons pas investi dans le capital humain, dans la formation, si nous n'avons pas investi dans les connaissances pour ces jeunes? Il y aura, ça c'est le plus gros défi pour l'Afrique, pour le Cameroun, c'est comment est-ce qu'on va arriver à trouver des emplois pour ces jeunes alors que le monde, le reste du monde, est en train de remplacer ce type d'emploi par des robots. Absolument. Alors, il nous reste un peu plus de 5 minutes. D'accord. J'aurais bien voulu aborder de fond 2 questions. On va peut-être les survoler. D'abord, la question de la monnaie. Oui. Il y a 2 tendances. Rester dans le franc CFA pour se développer et en sortir. C'est quoi votre position? La monnaie, c'est un instrument d'échange. La monnaie est une réserve de valeur. D'accord? Instrument d'échange, c'est-à-dire vous pouvez, avec votre monnaie, acheter un bien. D'accord? Réserve de valeur, vous pouvez prendre la monnaie, vous la gardez dans votre compte bancaire et vous avez à peu près la même valeur, voilà, si l'inflation n'a pas bougé, etc. Et c'est aussi une unité de compte. C'est à partir du franc CFA qu'on dit le pain, c'est 100 francs, le kilo de poisson, c'est ceci. D'accord? Donc, la monnaie est un instrument. D'accord? La monnaie n'est pas le facteur déterminant et ultime du développement économique. Le débat sur le franc CFA, le débat sur est-ce qu'il faut avoir notre monnaie, c'est un débat qui, et je vais vous dire, qui a 2 volets. Le premier volet, c'est le volet de la passion. Vous avez des individus qui sont passionnés, qui trouvent que le nom même CFA leur rappelle des choses, il faut changer ce nom, c'est une monnaie qui... faire simple, les panafricanistes. Voilà, je ne sais même pas si je les appellerai comme ça, mais ce sont des gens qui ont des arguments qui peuvent être valides. Hein. Les gens il y a la liberté d'expression, ils sont libres de dire, ils sont gênés par... Voilà, ils sont gênés, ils n'aiment pas le franc CFA. Ensuite, vous avez, d'un autre côté, ceux qui pensent que ce n'est pas le problème fondamental. Il vous faut améliorer la compétitivité, pas nominale, c'est-à-dire il ne s'agit pas de jouer avec la monnaie,
mais il vous faut renforcer votre compétitivité coût. Comment est-ce que vous avez une force de travail qui est bien qualifiée? Comment est-ce que vous arrivez à attirer des investissements étrangers directs dans votre pays en améliorant la gouvernance? Comment vous améliorez le système de santé, la sécurité dans votre pays, etc. Et alors, une fois que vous créez les conditions d'une économie forte, alors vous pouvez maintenant décider du choix politique d'avoir une monnaie qui bouge ou pas. Ça, c'est le deuxième volet. Ensuite, vous avez le troisième volet, c'est ceux qui pensent que, de toutes les façons, que vous soyez en régime de change flexible, c'est-à-dire que si votre monnaie bouge par rapport aux autres monnaies dans le monde, ou vous êtes en régime de change fixe, dont votre monnaie est arrimée, par exemple, actuellement avec l'euro, ce que ces deux régimes polaires ont en commun, c'est simplement qu'il vous faut faire de la bonne gestion macroéconomique. Okay. Autant, lorsque vous avez un change fixe, il vous faut défendre votre monnaie, il vous faut créer des réserves de change. Lorsque vous n'avez pas de réserves de change, alors ça devient compliqué de défendre le régime de change fixe et donc vous arrivez à une dévaluation de votre monnaie. Lorsque vous êtes en régime de change flottant, c'est-à-dire que les monnaies bougent, vous êtes obligé d'avoir une bonne gestion économique parce que ça se paye cash. Si vous avez un scandale, ça se paye immédiatement sur la monnaie parce que les investisseurs le font savoir et tout de suite. Donc, dans les deux cas, M. Dipita, il y a le dénominateur commun. C'est simplement la bonne gestion macroéconomique. Et j'insiste encore, on ne peut pas faire de la gestion macroéconomique sérieuse si on n'a pas de données qui sont disponibles à haute fréquence. On doit savoir où se trouve le chômage des jeunes dans différentes régions. On doit savoir un certain nombre de choses. Il nous faut, et vraiment j'en appelle à renforcer nos capacités de production statistique et d'absorption. Et pour finir, en moins de 2 minutes, parce qu'il nous en reste juste 2, sur la question des APE, oui. Je veux dire que nous y sommes, au détriment des autres pays de la CEMAC. Finalement, avec du recul, si vous en faites un bilan, bonne ou mauvaise chose? Je vais vous dire ce que je pense en général des questions de commerce, d'accord? Les pays qui étaient comme nous dans les années 60-70 et qui se sont développés l'ont fait en s'ouvrant sur l'extérieur, d'accord? Vous ne pouvez pas vous développer en autarcie. Ils se sont développés en s'ouvrant, mais ils avaient une vision, ils avaient un échéancier, ils avaient une planification qu'ils faisaient bien claire de leur économie. Monsieur Dipita Tongo, nous avons un potentiel énorme en matière de commerce intra-régional et intra-Afrique. D'accord? Les APE, c'est avec nos partenaires, l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez imaginer le potentiel? Nous exportons à peu près le commerce intra-africain. D'accord? Ça représente à peu près 2% du commerce que nous avons avec le reste du monde. Pourquoi c'est important? Parce que vous êtes capable de créer ce que j'appelle, dans un prochain livre que je suis en train d'écrire, des chaînes de valeur africaines. Vous êtes capable de faire du manioc, de le transformer en attiéké au Cameroun, de l'exporter en Côte d'Ivoire. C'est ça le type d'industrialisation que nous devons faire pour pouvoir arriver à renforcer notre commerce intra-africain, intra-continental. C'est très important. Des accords de partenariat africains, oui, et très peu avec l'Union européenne. Je pense que pour pouvoir absorber l'emploi, n'oubliez pas, notre objectif, c'est de créer les emplois jeunes à l'horizon 2035 et de bons emplois. Je vous ai expliqué que ce que le monde recherche aujourd'hui, c'est un certain type de matière première qui va faire fonctionner nos téléphones portables. Absolument. Ces investissements sont des investissements intensifs en capital, en machines, etc. Nous, quel type de commerce on doit développer qui va permettre de résorber le chômage? Il nous faut créer des chaînes de valeur intensives en main-d'œuvre parce qu'il y a un potentiel énorme entre pays africains pour développer du commerce et ça passe aussi par les infrastructures. Parce que pour pouvoir faire sortir la tomate de Fumbot ou de Bamenda et pour que ça arrive à Kiossi, il vous faut un chemin de fer aussi. Ça peut être un projet régional aussi. Christian Hubert Abeke, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes représentant adjoint
du Fonds monétaire international au sein de l'Union européenne. Vraiment merci d'être venu partager cette expérience, ce décryptage de l'économie nationale, compte tenu des enjeux. Et nous vous souhaitons un bon retour dans vos fonctions, dans vos missions. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. Merci à vous, mesdames et messieurs. On a beaucoup parlé d'économie. C'était nécessaire ce soir pour essayer de comprendre évidemment comment fonctionne notre pays et surtout si nos objectifs seront atteints à l'horizon souhaité. Pour l'instant, c'est 2035. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de l'entretien avec.